Proche. Les législatives, sommes-nous dans la dernière ligne droite? On attend en tout cas le vote, on l'a dit, des forces de l'ordre et de sécurité. C'est demain, le 18. Et puis le 20, les civils sont convoqués aux urnes. Hier au Nukunu, on était donc en train d'analyser face à tout cela l'attitude de la coalition des 14. Oui, vous savez, si jamais ces élections se tenaient le 20, il y a deux hypothèses. Première, soit ça montre l'échec de la CEDEAO et des chefs d'État africains. Et ce qui n'est pas surprenant, parce que nous les Africains, qu'est-ce que nous n'avons jamais réussi dans ce monde? Oui, ce n'est pas étonnant. Un peu trop dur. Oui, ce n'est pas étonnant. Ça montre l'échec de la CEDEAO, parce que vous êtes venus régler un problème et ce problème s'aggrave encore. Donc vous n'avez pas été capable d'apporter une solution de paix, une solution pour rassembler. Vous n'avez pas été capable, vous avez été incapable. Donc ça montre l'échec des chefs d'État africains. Et je vous dis, je le répète, que ça n'étonne pas, parce que c'est comme ça les Africains. Les Africains n'ont jamais fait rien d'extraordinaire dans ce monde. Alors maintenant, de l'autre côté, c'est que soit la CEDEAO est venue roubler, mener en bateau la C14, parce que la CEDEAO, dans sa feuille de route, a parlé de recomposition de la Cour constitutionnelle. La CEDEAO a parlé des mesures d'apaisement. La CEDEAO a parlé des réformes constitutionnelles. Tout ça, rien n'est fait. Et au contraire, la CEDEAO nous a poussé, en complicité avec le parti au pouvoir, à des élections non pas libres, mais forcées. Oui, mais forcées. Vous avez oublié d'ajouter quelque chose. La CEDEAO a, dans la même feuille de rôle, parlé des élections le 20 décembre. Sauf que pour les 3 points que vous avez soulignés, il n'a pas eu de date. Pour les élections, il y a une date. Vous savez, il y a un chronogramme. Cette feuille de route, il y a eu... On est sorti du chronogramme depuis fort longtemps. Je vous dis, non, je dis, prenez les recommandations de la feuille de route de la CEDEAO. On n'a pas commencé par l'organisation des élections le 20. On n'a pas commencé par l'organisation des élections le 20. Oui, mais on a et la CEDEAO demandant de faire les réformes, la CEDEAO a bien dit, par voie parlementaire, ou au cas jamais a vraiment insisté sur la voie parlementaire. Ça veut dire que... Non, par voie parlementaire ou Oui, ou l'autre voie... par référendum. Oui. Mais maintenant la CEDEAO n'a pas dit que... Et la CEDEAO s'est conformée à nos tests. Parce qu'elle est au courant que notre constitution prévoit que même... à l'échéance des délais des députés, l'Assemblée reste toujours en place. Et donc, voilà, elle reste toujours en place. Et donc, du coup, la CEDEAO considère cette Assemblée qui est toujours là et estimait que cette Assemblée fasse les réformes. Alors donc, vous savez, mais c'est pas sa faute si les députés ne s'entendent pas. Non, vous savez, la CEDEAO doit être bon. C'est pas sa faute, tout ça là, c'est ce que je dis, que ça montre soit l'échec de la CEDEAO, des chefs d'État de la CEDEAO, ou la complicité, parce que vous savez, vous êtes venus régler une crise, éteindre un feu, mais qu'est-ce que nous voyons? C'est des tueries encore. Donc ça veut dire que la CEDEAO, son échec, son incapacité s'est révélée encore avec ces morts de Togolais qui sont encore tombés, et c'est lamentable pour nous les Africains. C'est tout ce que nous savons faire. La limite, être incapable de sortir de grandes solutions, c'est dommage pour nous les Africains. C'est lamentable, c'est triste, c'est pitoyable. Non, je suis content que M. Nukunu ait fini sa récitation, parce que tout ce qu'il a dit, donc je crois que c'est un faux fuyant, et c'est trop facile de jeter de l'anathème aujourd'hui sur la CEDEAO. Donc nous avons vu, depuis que la CEDEAO a tenu le cadre de dialogue, la partie qui a été beaucoup plus privilégiée, ou bien qui a eu des gains, c'est cette coalition de l'opposition. Donc à un certain moment même, le gouvernement était acculé, le gouvernement a fait des concessions. Donc aujourd'hui, penser que la CEDEAO est de connivence avec le pouvoir politique en place, donc c'est commettre cette erreur de ne pas assumer, ou bien de ne pas s'assumer. Et je crois que c'est le propre des politiques togolais. Il y a, dans un autre débat, mon confrère Thierry Afanouko le disait, donc il faut que les gens arrivent à assumer. Donc ce n'est pas parce que vous n'avez pas réussi, et lorsque vous allez en négociation, c'est que vous devez vous préparer. Certes, la coalition a monté la barre assez haute, mais la coalition également devrait aller dans la concession. Mais l'erreur de la coalition, c'est quoi? C'est de penser
trop vite, que le pouvoir était déjà à terre et que tout pouvait passer comme une lettre à la poste et autres là. Donc nous avons même vu cette coalition traiter de tous les noms d'oiseaux, les responsables de la CEDEAO et autres là. Mais la CEDEAO ne fera pas une magie, ou bien la CEDEAO n'a pas une baguette magique pour penser, réfléchir à la place de nos acteurs politiques. Je prends le premier point sur la question des réformes constitutionnelles. Le gouvernement a fait des efforts, le gouvernement a envoyé des textes de loi. À un certain moment, l'expert sénégalais aussi a fait la proposition. Mais pourquoi est-ce que... Non, vous n'avez pas encore la parole. Je sais que vous êtes agité et que vous devez faire votre récitation assez tôt au risque d'oublier tout ce que vous avez appris avant de venir sur ce plateau. Mais je dis, concernant la feuille de route et autres là, les réformes qui devaient se faire au niveau du Parlement, mais on a vu que c'est la coalition, ou bien c'est l'opposition parlementaire qui a fait la politique de la chaise vide et autres là. Si nous prenons le test, l'article 56 ou bien 59, je crois, 59 de l'ESPER, on arrime ça, ou bien on place ça à côté de ce que le gouvernement a proposé, mais il n'y a pas une assez grande différence. Mais c'est dire que le dernier alinéa de l'ESPER sénégalais est discutable en commission de l'art. Donc c'est ce qu'on appelle la procédure parlementaire. Mais exiger que le gouvernement ramène un rapport d'un expert qui a fait une réflexion des propositions comme un avant-projet de loi. Donc je sais dire que l'opposition n'a même pas pris le temps de lire ce que le gouvernement dit, parce que ce que le gouvernement a fait comme proposition dans l'article 59, nous avons la limitation du mandat, nous avons le mode de scrutin. Et le gouvernement est allé loin jusqu'à dire que dans l'actuel test que nous avons le quorum, les 4/5e ne seront plus autres là, mais qu'il faut aller au référendum. Mais l'expert sénégalais, l'alliance bien le plus, c'est que l'expert sénégalais a cadenassé le truc là pour dire ni les 4/5e, ni le référendum et autres là. Mais un pays ne peut pas être statique et autres là. L'évolution politique engendre aussi qu'on réfléchisse sur la question. Donc ça, c'est le point que je voudrais soulever sur la question des réformes autres là. L'opposition, en ne pratiquant pas la politique de la chaise vide, pouvait amener les choses, lorsque le débat se ferait à la commission des lois, amener le gouvernement peut-être à épouser cette idée de mettre ce dernier alinéa là. Mais ils ne l'ont pas fait parce que eux-mêmes, ils n'ont pas possédé les tests et autres là. Non, si vous permettez, moi je vais juste dire que nous devons nous départir de cet amour de l'imbroglio. Toujours réfléchir, imbroglio, se justifier et s'accuser mutuellement, nous devons dépasser ça. Pour moi, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, quand nous parlons de réformes, nous parlons de réformes parce qu'elles sont nécessaires pour le pays, elles sont nécessaires pour le vivre ensemble, elles sont nécessaires. Les réformes constituent une vision, les réformes constituent des balises. Pour nous, quand nous défendons qu'il y ait des réformes, etc., ce n'est pas que nous prenons parti d'un camp sur l'autre ou contre l'autre, parce que je vous rappelle, nous, au temps de la jeunesse patriotique, notre slogan, c'est au nom de la patrie, acceptons-nous. Et donc, nous aspirons à un idéal et non pas toujours à cet imbroglio où tel se justifie en accusant l'autre que c'est lui et l'autre. On est fatigué de ça. Nous voulons les réformes pour notre pays. Vous êtes fatigué, et ces réformes, qu'est-ce que vous avez eu à dire à cette C14 là ou bien à cette opposition parlementaire? Non, mais c'est trop facile de venir faire des réclamations ici. Non, mais c'est trop facile. Non, nous aspirons à un idéal et non pas toujours de façon réfléchie. Vous aspirez à un idéal, monsieur. De l'imbroglio, il va de répétition en répétition. Non, mais je crois que l'abus de langage, imbroglio, balisé autre là. Mais qu'est-ce que vous avez fait en tant qu'acteur de la société? Vous n'avez rien fait, mais vous avez pris position pour une partie. Vous n'avez pas contribué. Il ne faut pas porter d'accusations gratuites, c'est son excellence de secret. Il ne faut pas porter d'accusations gratuites. C'est trop facile. Alors, si vous permettez, juste à lui pour vous répondre. Quelles ont été vos contributions aux formations de non, c'est pas de mal. Quelles ont été vos contributions? Non, ne faisons pas économie de la vérité sur ce plateau-là. Ne faisons pas économie de vérité. Soyons tellement lucides et autres, soyons honnêtes, monsieur. Une réponse à votre question. La réponse, oui. Mais lorsque vous parlez d'idéal, vous avez même parlé de vision. Monsieur Nkounou, vous avez parlé de vision sur ce plateau-là. Mais on ne peut jamais réaliser une vision lorsqu'on ne sait pas signer une vision. Donc
est-ce que vous ne semblez pas comprendre, monsieur une réponse pour moi. Laissez-moi vous donner la réponse. Est-ce que vous pensez que... Non, mais c'est trop facile de tromper le peuple togolais. Qu'est-ce que vous n'appelez pas tromper? Non, Les gens veulent faire réforme, c'est ça tromper? Non, mais on n'a pas encore dit Que ça. vous restez réfractaire aux réformes parce que vous ne voulez pas l'évolution. Les réformes vont se faire où, monsieur? Vous n'avez pas d'évolution, vous ne comprenez pas l'évolution. Par voie référendaire ou bien parlement, mais lorsque vos mentors ne veulent pas discuter, lorsque vos mentors ne veulent pas c'est dommage, Excellence Credo. Non, mais moi, si vous ne comprenez pas ce qui est important, les réformes pour le pays, c'est vraiment grave. Vous allez me faire casser la voix. Non, mais c'est lui qui est tellement agité parce qu'il a appris une récitation qu'il va dire. On est dans la ligne. Qu'il va dire. Le 20, si tout va bien, il y aura les élections. Et donc, de tout ce qu'il y a eu comme revendication depuis le 19, même pas une virgule n'a bougé. Oui, malheureusement, c'est ça. Et je crois que le peuple, ou les Togolais en tout cas, ceux qui se sont versés dans les rues depuis le 19 août 2017, vont regretter parce que aujourd'hui, ils ne sont pas en mesure de brandir ne serait-ce qu'une seule des revendications comme satisfaites ou acquises. Mais comment on a pu en arriver là? Tout cela parce que je dirais l'amateurisme de la C14. Je dirais que le gouvernement ou le parti au pouvoir et la C14 n'ont pas compris le message du peuple. C'est pour cela que les deux partis au dialogue ne se sont pas fait du tout cadeau pour qu'on puisse ne serait-ce que une seule revendication. On ne l'a pas. Maintenant, c'est les élections. En sortant dans les rues, les Togolais n'étaient pas sortis pour les élections. Ils étaient sortis pour les réformes. Mais aujourd'hui, on n'a pas les réformes. On nous dit qu'après le 20, il y aura les réformes. Mais quelles réformes? Est-ce que les réformes qu'on nous aura proposées, est-ce que ces réformes-là vont répondre aux attentes du peuple togolais? Je m'interroge. Parce que si ça ne cadre pas avec les attentes du peuple togolais, je crois que la crise sera encore d'actualité. Donc, c'est l'occasion de dire à ceux qui seront les gagnants de ces élections du 20 décembre de faire en sorte que les réformes qu'ils auront à opérer puissent prendre en compte les aspirations du peuple togolais. Parce que, au tout début, je vous ai dit qu'aujourd'hui, le vivre ensemble togolais est hypothéqué. On ne peut plus se parler, on ne peut plus se comprendre. Quelque part, Monseigneur Barriga disait qu'il ne comprend pas que les choses qui semblent être faciles, on n'arrive pas à les faire. Donc, il faudrait que ceux qui sortiront vainqueurs de ces élections ne puissent pas dire que aujourd'hui ils ont toute la légitimité ou quoi que ce soit pour faire les choses comme bon leur semble. Il faudrait faire en sorte que nous puissions reconstruire ce pays. Avec la C14 ou sans la C14, faire les réformes selon les aspirations du peuple togolais. De toute façon, que ce soit cette assemblée-ci ou celle qui sortira des législatives du 20 décembre, c'est les réformes essentielles. Je vous rappelle qu'au lendemain de 2006, le pouvoir en place s'est donné d'opérer certaines réformes à sa manière. Mais ça n'a pas empêché qu'il y ait crise aujourd'hui. Alors donc, lorsque nous ne faisons pas les choses pour l'intérêt du pays, pour un avenir radieux, et on fait les choses de façon partisane, de façon à ce que ça arrange que soit, il faut s'attendre toujours qu'il y ait de rebondissements. Et donc nous, par exemple, nous ne sommes pas d'accord pour ce scrutin parce que ce scrutin met
de l'exclusion. Or, les élections... je voudrais vous relancer là-bas. Vous dites le scrutin met de l'exclusion. De l'exclusion. Personne n'a dit ça quand on a exclu d'autres du dialogue. Oui, pardon? Quand on avait exclu d'autres du dialogue, on n'a jamais vu de leader religieux. On n'a jamais vu de cadre musulman. On n'a jamais vu de d'accord. Alors vous attention, laissez-moi finir ma question. Dire attention, ce schéma de dialogue porte les germes de son échec. Merci. Personne n'a dit ça, mais aujourd'hui tout le monde monte au créneau comme des prophètes pour dire il y aura malheur. Merci, Excellence. Vous savez quoi? Non, je vous réponds. Vous savez, cette crise a connu deux protagonistes. Et les protagonistes de la crise, c'est la C14 et le pouvoir en place. Et quand on parle de dialogue, pourquoi vous ne demandez pourquoi les populations ne sont pas partie prenante du dialogue? Il y a deux protagonistes. Mais les populations et ces protagonistes sont représentés par la C14. Voilà. Donc, les revendications... Les revendications... Non, mais ça, c'est un abus de langage. Les manifestations... Ça, c'est un abus de langage. J'ai la parole. Excellence, j'ai la parole. Je vous en prie. J'ai la parole. Je vous en prie. Au niveau de la C14, vos militants au niveau de la C14 ne sauraient constituer le peuple togolais. Je vous dis que... Ça, c'est un abus de langage. On ne peut pas évoluer sur ce schéma. Je vous dis que les populations... Non, mais si vous n'avez pas d'argument, si vous ne pouvez pas assumer vos responsabilités, les populations mobilisées derrière certaines formations politiques sont ces populations qui donnent quitus à ces formations politiques d'aller discuter en leur nom. Voilà, il faut que ça soit clair. N'en faites pas une interprétation biaisée de mes propos. Je vous en prie. Alors maintenant, je dis... La C14 constitue le protagoniste de la crise. Et donc, du coup, il est tout à fait normal que ce soit les protagonistes qui soient reçus dans les discussions de cette crise-là. Alors maintenant, quand je parle d'exclusion, je vous dis qu'il y a actuellement de la psychose dans le pays. Et je vous dis qu'il y a beaucoup de Togolais qui ne se retrouvent pas dans ces élections et du coup ne participeront pas à cette élection. Donc du coup il faut savoir qu'il y a toujours une crise, il y a toujours une situation. En 2015 il y a eu 40% d'abstention. Mais vous savez, le cadre électoral dans lequel on parle d'abstention est carrément différent de cette situation que nous vivons. C'est carrément différent. Il ne faut pas faire le rapport, il ne faut pas faire d'amalgame. Moi, je pose des questions. Alors donc, il ne faut pas. Et donc, en ce sens, nous disons que, vous savez... Non, mais est-ce qu'il a toujours la parole? Oui, j'ai toujours la parole. Donc, vous savez, moi je pense que nous devons prendre de la hauteur. Nous devons prendre de la hauteur et nous devons... Parce que ce que je vois aujourd'hui ici dans notre pays, je ne le vois pas avec les Occidentaux. On sait bien que nous voulons tous les exemples. Qu'est-ce qui se passe avec nous les Africains? S'il y a une malédiction sur nos mentalités... Non mais c'est pas possible. Non mais moi je crois, M. Nkounou a fait allusion à l'APG de 2006 et autres là, mais l'APG ne saurait être mise en œuvre uniquement par la partie gouvernementale. Il y a eu des réformes qui ont été faites par le parti au pouvoir. Oui, vous n'avez pas encore la parole. Le chef d'État a réformé la Cour constitutionnelle avant. Non, il y a eu lorsque des réformes, vous aurez fini, vous allez me dire. Je vous rappelle. Allez-y. Oui, donc pour dire que l'échec de l'APG incombe également à ces hommes politiques et autres là. Donc au lendemain, lorsqu'on avait eu cet accord politique global, donc Maître Agboibo était à la manette en tant que Premier ministre, mais Maître Agboibo a été combattu par ses pairs de l'opposition. Pas ses pairs de l'opposition qui lui ont mis les bâtons dans les roues. Donc aujourd'hui, si la réalisation pleine et entière de l'APG n'est pas effective aujourd'hui, donc on ne l'impute pas à une seule partie. La responsabilité... Est-ce que le seul qu'on doit accuser, c'est pas le chef de l'État? Parce que je rappelle que soit en 2007, en 2013, il a eu une certaine majorité au Parlement. Il pouvait convoquer un référendum et en finir avec cette histoire de réforme. Non, est-ce que vous pensez que le chef de l'État aurait agi ainsi, qu'on ne parlerait pas c'est le droit, c'est la loi. Certes, c'est le droit, mais nous avons une opposition qui met le droit de côté. Et lorsqu'on veut appliquer les choses, donc l'opposition se fourvoie et puis l'opposition crie sur tous les toits. Otage de l'opposition. Le président ne saurait être otage, mais j'ai comme l'impression que le président est très attentionné même. Donc il est très attentionné à cette classe politique de l'opposition. Le président pouvait décider, comme vous le dites, d'opérer ainsi.
Mais nous connaissons l'opposition qu'elle a en face. Oui, si les réformes vont dans l'intérêt du peuple, si les réformes vont dans l'intérêt, ceux qui prétendent même parler au nom du peuple, je crois que c'est une aberration parce que ils ne visent que leurs intérêts. Et là, ce que je voudrais dire, la question des réformes ne saurait être sectaire parce que tous les hommes politiques devaient concorder là-dessus et autres là. Le chef de l'État ou bien son parti présidentiel l'aurait fait qu'on allait encore trier autres là. Ce que je disais, l'APG aurait eu sa pleine réalisation si l'opposition d'alors n'avait pas mis les bâtons dans les roues à mettre à Boïbord. Donc là, c'est pour dire que la responsabilité de la non mise en application intégrale de l'APG, cette responsabilité est partagée entre les courants politiques que nous avons aujourd'hui là. Maintenant, de 2006 à aujourd'hui, mais où était cette opposition là? Mais cette opposition courait d'après les postes, courait d'après les fonctions de députés autres là. Mais aujourd'hui, qu'on leur dit qu'il faut aller à ces élections là pour renouveler la composition de l'Assemblée, donc ils crient et ils évoquent une disposition constitutionnelle qui dit que l'actuelle législature reste. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Donc c'est d'où l'urgente nécessité d'aller à ces élections-là pour renouveler non seulement le Parlement, mais ça va être également une occasion pour renouveler la classe politique même de l'opposition. Parce que ceux qui ont fait de la politique une profession, aujourd'hui, ils sont tellement à carreau. Ils ne se sont pas fait recenser. L'élection du 20 décembre règle un problème. Non, mais les élections n'ont pas vocation de régler un problème particulier. Dans le contexte actuel. Dans le contexte actuel, mais ça va régler le problème du renouvellement de l'Assemblée. On a déjà eu un boycott en 2002, ça n'a jamais réglé ce problème. Non seulement en 2002. Après, les mêmes sont revenus. Non seulement en 2002, mais dès les années 90, je crois que c'est 99, l'opposition avait brillé aussi par le boycott. Mais ça a été bis repetita en 2002. Mais si l'opposition n'arrive pas à faire la lecture de ces échecs politiques pour mieux redistribuer les cartes, donc là, je crois que c'est ce qui les guette encore aujourd'hui. Si vous permettez, je vais préciser. Si vous manquez d'arguments et puis vous voulez jouer. Si vous permettez, d'abord je salue monsieur Credo Tété parce qu'il est champion en pique, parce que je crois qu'il a l'amour de lancer des piques. Durant tout son développement, il ne fait que lancer des piques. Je n'ai pas vu d'analyse, de réflexion vraiment pertinent ou contributif, mais il n'y a que des pics. Maintenant, moi je vais préciser, que le renouvellement d'une classe politique ne se décrète pas ni par un gouvernement, ni par un parti politique, ni par un membre du gouvernement. Mais le renouvellement de la classe politique, mais j'ai l'impression que vous êtes ici, mais vous n'êtes pas ici. C'est la population. Et donc, en ce sens-là, moi je trouve aberrant qu'on parle oui, que c'est l'occasion de renouveler la classe politique, etc. Alors qu'au même moment, il y a une psycho dans le pays, il y a un grand nombre de citoyens, etc. Non, je crois que nous ne devons pas avoir l'amour, nous ne devons pas avoir l'amour de la redondance, de nous justifier, de chaque élection. Non, nous devons sortir de ça. Nous devons rompre avec ça. C'est très important pour nous. Monsieur Nkounou, je comprends que vous jouez un rôle, mais jouez honnêtement ce rôle-là. Je suis de la société civile et je ne fais pas de parti pris. Tout ce que nous attendons, c'est que des réformes. Des réformes. Mais c'est malheureux que vous faites économie de la vérité, monsieur Nkounou. Un idéal dans notre pays. Non, mais l'idéal n'est pas respecté. Ne soient pas assassinés comme des poussins et que les deniers publics ne soient pas dilapidés, etc. Parce que tout ça, ça désordre. Ce n'est pas avec ça que nous allons évoluer. Prenons les bons exemples des Blancs. Il ne suffit pas seulement de se plaire à acheter des voitures, de prendre l'avion des Blancs. Nous aussi, tournons nos têtes. C'est pas possible. Parce que nous allons pour ce monde. Tournons nos têtes. Dites-nous de pouvoir tourner nos têtes. Mais commencez pas à tourner votre tête, monsieur Nkounou. Commencez pas à tourner votre tête. N'attendez pas des autres. Prenez le devant. Prenez des initiatives. Mais vous n'en prenez jamais et puis vous êtes là seulement à crier. Vous connaissez notre position du 2 octobre 2017? Non, mais bon, notre position du 2 octobre 2017, vous savez ce que nous avons sorti comme proposition? Vous savez ce que nous avons sorti comme proposition? A tellement prospéré. Non, mais vous êtes alors c'est des initiatives. C'est pour vous dire que nous prenons des initiatives. Contrairement à ce que vous dites que nous n'avons jamais pris d'initiative, c'est pour vous dire que nous prenons des initiatives. Mais ce n'est pas l'occasion aussi de faire des économies de la vérité, monsieur Nkounou. Nous manquons de patriotisme. Nous manquons vous n'êtes pas des patriotes. Vous n'êtes pas des patriotes, monsieur Nkounou.
mais monsieur Nkounou, on a beaucoup parlé. je sais que vous êtes dans vos rôles, mais c'est triste, quoi. De société civile. Non, mais c'est triste pour cette jeunesse que vous semblez représenter. Vous l'avez si bien dit. Mais la société civile est galvaudée dans notre pays. C'est à l'image de votre groupement. Ça n'engage que vous. Vous avez l'amour de lancer des pics. C'est tout ce que vous savez faire, lancer des pics. Voilà. On nous a toujours servi que c'est l'opposition parlementaire qui ne voulait pas des réformes. Aujourd'hui, c'est la C14 qui ne voulait pas de ces réformes-là. Alors, je ne sais pas s'il faut dire par la grâce de Dieu, le 20 décembre, nous aurons un autre Parlement. Et la priorité, Samuel, des priorités, je crois que c'est les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Et je le répète, il faudrait qu'on oriente ces réformes-là pour qu'elles répondent aux aspirations du peuple togolais. Sans quoi, je crois que personne ne sait ce qui peut arriver dans ce pays. Alors, donc le premier dossier qui doit atterrir sur la table du prochain Parlement doit être ces questions de réforme pour qu'on en finisse et que peut-être après janvier, février, qu'on arrête de parler de cette histoire pour se concentrer sur d'autres choses. Non, mais c'est tout mon souhait, comme le souhait de mon confrère Thierry Afanoukoé. Donc je crois que la nouvelle législature a une lettre de mission qui est déjà accordée par le peuple. Donc c'est d'acter les réformes là et autres là. Même si les carriéristes de l'Assemblée n'ont pas voulu que cette réforme prenne forme. Donc la nouvelle législature a cette lourde responsabilité d'acter les réformes et autres là. Donc c'est pourquoi moi personnellement, je suis d'accord. Je suis d'avis que nous votions et qu'on puisse renouveler même le Parlement, parce que la démocratie aussi, c'est à la base. Et autres là, quand des gens végètent au niveau du Parlement depuis des décennies et autres là, et puis ne veulent pas voir les lignes bouger autres là, parce qu'ils sont éternellement dans des calculs politiciens. Donc aujourd'hui, tout ce que je souhaite, que les partis qui sont engagés dans la course électorale aient des représentants, et surtout que la jeunesse soit représentée là-bas, et non qu'une vieillesse puisse prétendre parler au nom d'une jeunesse. Yao Kono, c'est votre souhait aussi. Non, mais vous savez, opère les réformes pour finir avec cette histoire. Monsieur Samuel, moi, Nkounou, je refuse de toujours adopter une façon à peu près de réfléchir. J'aspire toujours à un idéal pour notre pays, et ma foi, les exemples sont toujours autour de nous avec les Occidentaux. Quand je vois que de la manière dont nous fonctionnons, ce n'est pas de cette manière que les Occidentaux fonctionnent. Ils fonctionnent avec doigté, avec hauteur, avec vision. Et l'évolution est en permanence en quête chez eux, et que nous sommes toujours à la traîne, avec des façons de réfléchir imbroglio, des façons de réfléchir éphémères, des façons, etc. Donc moi, je ne serai pas. Alors, donc pour se dire, pour tout dire, ces élections, le contexte dans lequel ces élections, qui ne sont pas libres, mais forcées, le contexte dans lequel ces élections se tiennent, non pas de façon libre et transparente, mais de façon forcée. Alors moi, je vous dis que moi, mon cœur n'épouse pas l'à peu près, parce que le Parlement qui en sortirait, c'est un Parlement d'à peu près qui n'a pas le sentiment du plat.